Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui parcourt avec vous le monde fascinant de la blockchain, du Web3 et de Bitcoin. Sky Talks vous est présenté par Sky Wallet, donc une entreprise qui accompagne les entreprises dans l'adoption de Bitcoin comme moyen de paiement et comme outil de trésorerie. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel. Emmanuel qui est le président d'Anjou Bitcoin. Donc, je vais laisser Emmanuel rentrer dans la salle pour qu'on puisse lui poser toutes nos questions. Bonjour Emmanuel, Bonjour à toi, Elodie, et bonjour à tous. comment vas-tu? Ben, écoute, très très bien. Juste après, on va pas se cacher, juste après une petite séance hier soir avec toi déjà. Ouais, Mais du coup, on rempile. Et donc, c'est ex- avec grand plaisir. exactement. On se quitte plus. Ouais, écoute, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. La tradition de cette émission, c'est dans un premier temps de faire connaissance avec l'invité. Donc, raconte-nous un peu qui tu es et comment tu rentres en contact avec cet objet étrange qu'est Bitcoin. Qui est Bitcoin. Alors, je vais essayer de faire synthétique. J'ai suivi des études classiques, scientifiques. J'ai fait un bac S. J'étais aussi, je vais parler de ça un petit peu pour la suite, mais j'étais éducateur sportif pendant un petit moment, donc en mode bénévole. J'entourais des jeunes. J'ai fait une école d'ingénieur, du coup, sur Angers. L'idée, c'était de rentrer dans tout ce qui était robotique, en l'occurrence. Suite à ça, en fait, à la fin de mon école d'ingénieur, je suis parti vers l'enseignement. En fait, je m'étais rendu compte que le contact des jeunes, transmettre et enseigner, c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai été prof de physique, chimie, pendant 7-8 ans. Et puis, au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer. Alors, j'ai fait d'autres choses. J'ai investi dans l'immobilier en 2011. J'ai aussi créé des jeux de société ludopédagogiques. Donc, je suis un peu un touche-à-tout. J'aime bien faire plein de choses. Et donc, je suis reparti, après cette expérience d'enseignement, je suis reparti dans le privé, dans l'informatique. J'ai repris du développement, alors du C#.net pour ceux qui connaissent. Et puis, je suis passé chef de projet et j'ai pris le rôle de Scrum Master et j'aimais bien ça. Et d'ailleurs, ça rejoindra un petit peu l'idée de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui décide au-dessus. L'agilité dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est plus faire en sorte que les gens se parlent entre eux et moins de contrats et plus de discussions. Donc, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis, en 2017, du coup, j'entends parler de Bitcoin. Et donc, je me mets à creuser, à gratter tout ce qui tourne autour de Bitcoin. Et là, ça a été de découverte en découverte. Voilà. Et donc, je suis président d'Anjou Bitcoin. On a monté une asso il y a 1 an et demi maintenant, un petit peu plus sur Angers. En fait, alors à l'initiative d'un meetup Bitcoin lancé, enfin, je ne sais pas si tu dois connaître le mouvement, lancé par Roxy dans beaucoup de villes de France avec des Oui. meetups. Et du coup, suite à ce meet-up, on était quelques-uns à avoir un bon background déjà. Et enfin bref, on se retrouvait sur beaucoup d'idées et on s'est dit, on va se formaliser un peu plus et on va monter une association. Et donc l'idée, c'est d'éduquer sur le Bitcoin, c'est-à-dire que les gens viennent à nos meet-up et puis on enseigne un petit peu ce qu'est Bitcoin et tous les tenants, les aboutissants. Voilà. Et papa de deux enfants, sinon. Voilà. Faut pas Très, très oublier, important. Très, très très important, important. ils prennent du temps. Et est-ce que ce sont des mini bitcoiners aussi ou tu les laisses un peu tranquilles pour l'instant? Alors, alors, si tu veux une anecdote là-dessus, j'ai fait une intervention dans l'école de mon fils par rapport à ça, parce que mon fils a 12 ans et l'année dernière, en CM2, il s'est retrouvé en difficulté avec ses copains parce que il leur expliquait en gros que Bitcoin était inattaquable et qu'on ne pouvait pas pirater, etc. Et Ouais. il s'est fait tomber dessus par ses copains qui lui disaient mais non, c'est une arnaque, etc. Enfin, c'est pas vrai. Et en fait, devant le désarroi un peu de mon fils, du coup, je me suis dit, écoute, je vais proposer à ta maîtresse de faire une intervention sur la monnaie, donc à des élèves de 10 ans, dans l'idée de revenir sur l'histoire de la monnaie, etc., et d'arriver un petit peu à Bitcoin pour que du coup, ça calme un petit peu les différentes tensions. Et voilà. Et donc, ça s'est super bien passé. Et la première surprise était l'enseignante qui a appris un nombre fou d'informations avec cette petite intervention, mais qui est aussi bien passé auprès des jeunes, puisque j'ai fait en sorte que ce soit très, très vulgarisé, quoi. Voilà. Trop bien, trop bien, trop bien. De toute Donc façon, oui, oui, voilà, c'est des mini bitcoiners déjà. c'est ça. Trop bien. Et du coup, dans ton rôle d'éducation, en fait, dans Anjou Bitcoin, est-ce que tu t'adresses aussi aux élus locaux
Je te pose la question parce que je sais qu'ils sont très difficiles, que ce soit à contacter ou à convaincre. Donc, est-ce que ça fait partie d'un de tes chevaux de bataille? Alors, oui et non, c'est pas, disons qu'ils sont les bienvenus, hein, bien évidemment, en jeu Bitcoin, hein, si on devait les croiser, ils sont les bienvenus à des meet-up. D'ailleurs, on les a invités. Quand je dis on les a invités, c'est parce que j'ai fait personnellement la démarche au départ, vraiment une démarche personnelle, d'aller voir certains élus. Et puis ensuite, avec la casquette de président d'Anjou Bitcoin également. Donc, j'en ai rencontré 4 autour de ma circonscription. Donc oui, évidemment, l'idée, c'est aussi de les informer par rapport à ça. Et on va dire que la casquette de président d'Anjou Bitcoin, j'ai rencontré des élus et j'avais lu il y a quelques années une étude sur des représentants politiques anglais euh, pour lesquels, en fait, ils n'avaient que très très peu de notions sur tout ce qui était monnaie. Et donc, ça m'avait frappé et je m'étais dit, bah, tiens, je vais aller en fait interroger aussi nos députés pour savoir s'ils savent comment fonctionne cet outil, qui est un outil extrêmement puissant en termes de pouvoir, ne serait-ce que politique, quoi. Mm. Voilà. Donc, ça m'a permis de confirmer que non, nos élus ne sont pas connaisseurs de la chose, pour une grande majorité à mon avis, mais pas plus qu'ils ne le sont d'ailleurs. Enfin, il y a eu tout un débat sur les problématiques écologiques et environnementales, etc. On sait qu'il y a eu des propositions pour les éduquer sur ces sujets-là, mais il faudrait la même chose, mais pour le sujet de la monnaie. Et qui est au moins aussi important, quoi. Disons que Ouais, les échelles de temps ne sont pas les mêmes, même si les problèmes environnementaux deviennent quand même urgents. Mais le problème de la monnaie, c'est quelque chose qui nous touche tous, tout le temps et en permanence, quoi. tout à fait. C'est un outil qu'on utilise au quotidien. On travaille pour ça. Donc, Ah bah, c'est sans vraiment. argent, c'est compliqué, oui. Voilà. C'était un échange entre Asher et Idriss Aberkan, je crois de mémoire, où Idriss parlait des pouvoirs, des différents pouvoirs. Et c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend qu'il y en a 3, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. On nous parle un petit peu du 4e avec le pouvoir des médias, pour expliquer que les médias peuvent un petit peu contrebalancer les autres pouvoirs. Mais il y en a un dont on ne cite jamais, et effectivement, c'est le pouvoir de créer de la monnaie. Ce pouvoir, il est immense, quoi. Et Ouais. on n'en parle pas. Et puis, de tout temps, je pense qu'il a été central parce que les conquêtes, les guerres et tout ça, ça passe par ce pouvoir-là, le fait de pouvoir lever en fait de l'argent pour aller partir, pour aller annexer d'autres territoires. Donc, C'est quand vous vous intéressez, donc là, moi, ça va faire 2, 3 ans là, maintenant que je gratte vraiment tout ce qui est histoire de la monnaie. Euh, et oui, c'est incroyable, la prédominance de cet objet qu'est la monnaie dans tout ce qui est conquête, envahissement, prise de contrôle. En fait, la monnaie est au cœur de tout ça, systématiquement. Et malgré ça, c'est pas quelque chose qu'on enseigne. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas dans les cours d'histoire, que je trouve absolument fou. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune notion de ce genre de choses, alors même que c'est, comment dire, c'est extrêmement important. Oui, on disait, oui, dans l'histoire, ça a tout le temps été un objet prédominant pour prendre le pas sur d'autres. Et ça n'est jamais enseigné. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est un manque que je n'arrive pas, enfin, que je n'arrive pas à m'expliquer. Si on rentrait dans des modes un petit peu complot-plot, etc., on se dirait, bah, finalement, OK, il y a des gens qui veulent. Je ne sais même pas si c'est ça. Je crois qu'il y a une telle ignorance sur ce sujet que bon, les gens se disent que sans doute, c'est pour vraiment un sujet important. Et pourtant, moi qui suis curieux de beaucoup de choses, je dois dire qu'à un moment donné, ça m'a presque vraiment débordé. C'est-à-dire que dans les premières années où j'ai découvert Bitcoin et où j'ai creusé ce sujet, c'était, je crois que je passais à peu près 4 heures par jour en plus de mon travail, donc tôt le matin et tard le soir, en dehors des heures où je m'occupe de mes enfants, à gratter ce sujet-là. Je n'ai pas trouvé, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de sujet mais plus attractif que celui-ci pour comprendre le monde qui nous entoure. c'est vrai que quand on commence à mettre la main dedans, où on se dit, mais du coup, c'est quoi l'argent? Et là, rien que cette question-là, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça peut prendre beaucoup, 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 beaucoup de temps à comprendre tous les mécanismes et puis du coup arriver à la conclusion que, mais attention,
c'est un truc quand même important, vital à comprendre et puis se dire, ah bah, voilà, malgré tout ce temps passé en fait à ne pas s'intéresser à ce sujet avec un goût amer, quoi. Ah oui, ça peut coûter cher. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, je dis souvent que l'être humain a tendance à se croire à la fin de son histoire. Enfin, un peu comme si on avait, comment dire, on avait vécu tous les problèmes, etc. Genre les guerres, par exemple, on se dit, ah bah les guerres, quand même, on va pas recommencer, etc. Et puis en fait, Si. c'est un espèce d'éternel recommencement. Et sur la monnaie a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué hein, depuis des millénaires. Et je pense que l'être humain a toujours tendance à se dire, oh bah ça y est, en fait, on est arrivé au bout, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est fluide, c'est cool, etc. Et je pense que pas du tout. À mon avis, le modèle que nous avons aujourd'hui, il est présent parce que on a eu des technologies qui sont très très efficaces en termes de communication. Donc télégraphe, téléphone, internet, maintenant smartphone, etc. Donc ça va très très vite. Donc il nous fallait un moyen. On est rentré dans une économie complètement mondialisée. Donc il fallait des moyens de paiement qui soient vraiment très rapides. Et les anciens moyens, type l'or ou les pièces métalliques, etc., ne pouvaient pas répondre à ce besoin-là. Vous n'imaginez pas payer, je ne sais pas, un entrepreneur chinois avec vos pièces, etc. Enfin, vous voyez bien que ça va être très compliqué, ce sera problématique. Avec de l'or, pareil. Enfin, bon. Même si l'or est accepté partout, mais la vitesse de transaction, elle est importante. Et donc, il fallait mettre en place des choses. Donc, les monnaies fiat sont arrivées petit à petit. On s'est décorrélé de propriétés fondamentales pour la monnaie, qui sont la fameuse unité de compte, moyen d'échange et réserve de valeur. Et cette réserve de valeur, pendant des siècles et des siècles, on a fini par arriver sur l'or parce que l'or n'était pas manipulable. On ne pouvait pas le manipuler. Sauf que les billets, en fait, aujourd'hui, oui, on peut les manipuler à outrance. Donc, il y a eu des essais avec l'étalon or pendant un certain temps pour dire, bah oui, on a des billets, ce ne sont que des papiers, mais quand même, on a des réserves de l'autre côté. Et puis, on est arrivé à ce qu'on appelle des réserves fractionnaires. Et puis, petit à petit, jusqu'en 1971, on a fini par se débarrasser totalement de cet ancrage. Et à partir de là, je pense que nous sommes sur une monnaie qui n'est pas saine. Et on attendait sans doute, enfin on attendait, personne n'attend d'ailleurs, mais disons qu'il fallait quelque chose qui permette d'avoir les mêmes propriétés que l'or, mais avec une vitesse de transaction aussi rapide que celle du fiat aujourd'hui. Et c'est ce qu'apporte Bitcoin. Donc, l'avènement en fait de Bitcoin, c'était vraiment qu'une question de temps parce que ça répond à une évolution en fait du monde. Donc, à un moment donné, en fait, c'est l'humanité qui s'adapte en fait sur ses moyens de commercer. Oui, on peut pas savoir si, j'en sais rien, si dans 50 ans, il y aura d'autres besoins qui vont émerger et qui feront que peut-être Bitcoin sera obsolète et aura besoin de quelque chose d'autre. Mais au fil de mes recherches, enfin, il y a une phrase que je dis à un moment donné, c'est donc il y a le bouquin de David Graeber sur Dette 5000 ans d'histoire, donc la monnaie, que ce soit de la monnaie crédit ou monnaie marchandise, etc., serait née à peu près il y a 5000 ans. Et il y a 5000 ans, en fait, on a démarré avec un registre. On a démarré en disant, voilà, Pierre, on en parlait hier avec Michel Casacca, on avait besoin de dire, Paul doit tant à Ginette, et du coup, on venait noter ça sur une table de crédit, en l'occurrence. Donc, on avait un registre à la base, sauf que ce registre, il n'est pas pratique parce que il faut faire confiance. Il faut faire confiance à quelqu'un pour tenir ce registre. Il n'est pas pratique non plus parce que vous n'avez pas de finalité de la transaction tout de suite. C'est-à-dire que les problématiques, entre guillemets, de celui qui vendait des patates et celui qui vendait, j'en sais rien, des tomates, si les temps n'étaient pas les mêmes, si les quantités n'étaient pas les mêmes, donc la problématique de la double coïncidence des besoins faisait qu'on notait ça et puis on réglait la transaction, mais seulement plus tard. Donc, c'est pas pratique pour le commerce. Vous avez envie d'être payé tout de suite, en général, quand vous vendez quelque chose. Et donc, on a essaimé tout un tas de systèmes pour arriver à quelque chose de plus efficace. Donc, on en est venu à des monnaies, à un moment donné, métalliques, qui permettaient de clôturer la transaction très rapidement, du coup, instantanément, quasiment. Mais il fallait toujours faire confiance quand même à quelqu'un. Et c'est-à-dire faire confiance à celui qui émettait cette monnaie. Lorsqu'il y avait l'or, du coup, cette confiance, elle était quand même assez établie, puisque c'est la nature, en fait, qui prenait la confiance là-dedans.
Et puis, l'or, le problème, c'est que l'or avait toutes ces propriétés-là qui étaient super géniales, c'est-à-dire indépendant, on pouvait avoir confiance. Alors, il fallait quand même des moyens pour vérifier la pureté de l'or, etc. Donc, c'était pas quand même non plus très pratique, mais grosso modo, pour de grands échanges commerciaux, c'était possible. Et puis, ensuite est venu le commerce mondialisé avec une vitesse de transaction qui était nécessaire et très vite. Et là, on s'est écarté complètement de ces propriétés-là. Ce que Bitcoin vient répondre, en répondant et comment, en fait, Bitcoin répond avec un registre. En fait, on est revenu 5000 ans en arrière, c'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire que Bitcoin, on croit que c'est une révolution technologique formidable, etc. Mais dans son principe, Bitcoin n'est ni plus ni moins qu'un registre de transactions. Et donc, on est revenu au tout départ. Il y a 5000 ans, on a commencé avec un registre qui était mal fait parce qu'il fallait faire confiance à quelqu'un, que la vitesse n'était pas terrible, on n'avait pas de numérique à l'époque, et bien évidemment, il y a 5000 ans. Et en fait, on arrive aujourd'hui avec un registre qui va dire, voilà, entre Manu et Elodie, du coup, il y a eu une transaction, et cette transaction, elle va être réglée quasiment instantanément et sans tiers de confiance. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin de confier cette confiance à quelqu'un, confiance qu'on ne peut pas avoir quand vous êtes deux pays distincts ou alors des personnes qui ne se connaissent pas, etc. Bitcoin vient résoudre ce problème. Et moi, c'est ça que je trouve fou, c'est que je perçois aujourd'hui Bitcoin comme une réponse à une problématique qu'on a eue il y a 5000 ans. Ce qui est assez fou, quoi. C'est fou. Et du coup, je rebondis sur quelque chose que tu disais, c'est que à un moment donné, l'or était plutôt utilisé en fait dans les grosses transactions entre les États, entre peut-être des entités importantes. Est-ce que Bitcoin n'est pas en train de prendre ce même chemin? Donc, c'est-à-dire plutôt que d'être la monnaie que les gens vont utiliser en fait tous les jours, va devenir une espèce d'étalon international, mais pour les échanges en fait entre les grandes banques centrales ou entre les pays. La grosse question donc sur Bitcoin, est-il une monnaie d'échange ou une réserve de valeur? Doit-il être une réserve de valeur avant de devenir une monnaie d'échange? Bon, Bitcoin, allez, on est en 2025, ça a 16 ans. Donc c'est jeune, surtout pour une monnaie qui n'est pas embarquée par aucun souverain. Il n'y a personne derrière Bitcoin, entre guillemets. C'est-à-dire personne n'est là pour en faire la promotion, personne n'est payé pour en faire la promotion. Donc ça, c'est problématique. Enfin, c'est problématique dans le sens où pour s'imposer, ça va prendre du temps. Je ne suis pas certain que l'or, par exemple, se soit imposé en 16 ans. En fait. Ça s'est fait sans doute petit à petit, c'est-à-dire que petit à petit, la confiance s'est installée, et pour ça, il faut des années et des années. Alors maintenant, est-ce que Bitcoin va devenir juste un moyen d'échange transactionnel entre pays, entre États, et pas une monnaie d'échange? Je crois que ça va dépendre beaucoup de la situation des pays, en fait. Si vous êtes un pays dans lequel vous avez une très forte inflation, donc que votre monnaie, en fait, perd de sa valeur régulièrement, si vous êtes dans un pays où vous êtes quasiment bloqué au niveau du commerce international, parce que, du coup, vous ne pouvez pas sortir avec votre monnaie locale, eh bien, dans ces pays-là, à mon avis, Bitcoin peut devenir une monnaie d'échange. Alors, à travers Lightning Network, évidemment, parce que donc, la couche 2 de Bitcoin, sur la couche 1, en tant que moyen de paiement, c'est inimaginable, même si aujourd'hui les frais de transaction sont très faibles, mais il n'y a pas de raison que si Bitcoin devient une monnaie d'échange, que ces frais de transaction n'augmentent pas. Donc, il faudra aller sur une couche 2, une couche de paiement. Par contre, dans des pays où votre monnaie est forte, type États-Unis ou alors en Europe, où la monnaie, en tout cas, alors je n'ai pas envie de dire stable, mais forte, c'est-à-dire qu'elle perd de sa valeur tout le temps, mais assez peu en comparaison avec d'autres pays. Alors là, il y a fort à parier que pour les gens qui sont dans ces pays-là, oui, Bitcoin soit vu avant tout comme une réserve de valeur, type de l'or. On n'est pas incité, en fait, à dépenser ces Bitcoins, puisque si on est convaincu que son adoption va aller de plus en plus, enfin, va être de plus en plus importante, on va évidemment imaginer que ça va continuer de prendre de la valeur, et donc vous n'êtes pas incité à utiliser une monnaie qui va prendre de la valeur. Vu qu'on a le choix, c'est-à-dire que j'ai de l'euro et j'ai du Bitcoin. Moi, aujourd'hui, j'ai de l'euro et j'ai du Bitcoin. Lorsque je fais un achat, soit je prends la monnaie qui va perdre de sa valeur à la fin de l'année, je le sais, l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est que ça perde de 2% de sa valeur chaque année. Donc, soit je dépense une monnaie qui perd de sa valeur, qui est voulue, soit je dépense une monnaie dont je pense qu'elle va prendre de la valeur. Évidemment, je suis incité à prendre l'euro. Alors, moi, je suis dans une position un peu délicate, c'est-à-dire que vu que je suis président d'Enjeu Bitcoin et que je veux démocratiser absolument Bitcoin,
je suis plutôt d'avis d'aller l'utiliser. Donc, je suis ravi quand j'ai des commerçants qui acceptent du coup Bitcoin de pouvoir payer en Bitcoin. Mais ça va être un frein dans nos pays. C'est-à-dire que si les commerçants comprennent l'intérêt de Bitcoin et à quel point, du coup, ça peut devenir une vraie réserve de valeur, ils vont vouloir en acquérir. Et une des manières assez faciles de l'acquérir, c'est soit vous l'achetez, soit vous vendez quelque chose en échange de Bitcoin. Donc les commerçants pourront peut-être mettre ça en place, je l'espère, hein. Je les incite à le faire parce qu'ils n'ont rien à perdre, je l'ai dit hier soir. Mais le problème, ce sont les clients en face. C'est-à-dire que les gens ne vont pas être incités à aller payer en Bitcoin. Sauf s'il y a de vraies motivations qui sont autres que la simple prise de richesse. Ce qui est mon cas, c'est-à-dire que si je veux payer en Bitcoin, c'est plutôt pour dire stop, en fait. Stop à ce modèle du modèle de l'euro, de la monnaie crédit, de la monnaie dette. Il faut aller sur un autre modèle. Et du coup, moi, si tu acceptes, toi, commerçant Bitcoin, alors j'ai envie de te faire plaisir parce que c'est un petit peu comme je dirais que c'est un peu comparable aux produits locaux. C'est-à-dire que quand on fait des produits locaux, on se dit, si on est sujet à ça, on se dit, bah tiens, on va aller payer quelque chose sans doute un peu plus cher, mais on le fait parce qu'on sait que c'est local et donc on a envie de récompenser ce côté local. Eh bien, un bitcoiner va sans doute avoir, pour ceux qui veulent l'utiliser comme monnaie d'échange, vont avoir ce petit côté-là, de se dire, bah voilà, toi tu es commerçant, tu soutiens un modèle qui pour nous est beaucoup plus sain, alors du coup on va te récompenser et on va venir chez toi et on va dépenser dans ton magasin. Tout à fait, je partage ton analyse et c'est ce que je vois hein, de par, on va dire, l'entreprise que j'ai fondée. Effectivement, en fait, les gens ont moins tendance en fait, à payer en Bitcoin que d'autres, en fait, enfin, que les stablecoins, par exemple. Mais il y a aussi un côté engagé, en fait, pour certains commerçants du fait d'accepter en fait les paiements en Bitcoin. Et aussi, en fait, c'est souvent ceux qui ont vraiment compris l'intérêt en fait de Bitcoin qui se disent bah si je peux en récupérer en fait récupérer quelques sats comme ça, enfin, c'est déjà ça de prix. C'est ça. Il y a un de tes posts que j'ai beaucoup adoré, qui m'a d'ailleurs vraiment fortement motivé à t'inviter, qui commence par les puissants ont compris, où tu expliques que, bah, en tout cas, on est à un tournant quand même assez déterminant aussi pour Bitcoin, où les puissants en fait ont compris le rôle de Bitcoin en fait comme étalon et commence en fait une course à l'accumulation, là où le grand public est encore aux abonnés absents en fait et ne regarde pas. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors côté politique, très sincèrement, je ne sais pas où ils en sont. C'est-à-dire que les États-Unis, par exemple, je me méfierais, puisque ça parle de réserve stratégique en Bitcoin, mais les dernières interventions de Trump sur le sujet, en tout cas quand il est allé, c'est au Texas, je crois, enfin bon, montrait qu'il avait une maîtrise très faible du coup du sujet. Mais quand même, ils en parlent. Alors après, là où je me méfie, c'est quand vous êtes en géopolitique, vous montrez pas toutes vos cartes dès le début. Alors là où c'est beaucoup plus inquiétant, c'est concernant, je dirais, tous ceux qui ont de gros portefeuilles aujourd'hui de monnaie, donc qui ne sont pas forcément engagés, entre guillemets, politiquement, mais ceux qui, tout simplement, ont beaucoup d'argent. Et donc là, ça va je vais penser à tout ce qui est institutionnel, BlackRock, les fonds d'assurance, les grandes banques, et où là, étant dans l'écosystème depuis un petit moment maintenant, j'ai vu l'évolution en mode, au départ, tout le monde, alors quand je dis tout le monde, c'est notamment les banques les fonds d'investissement, vous disaient que Bitcoin, il fallait surtout pas y toucher, que c'était extrêmement dangereux. Donc il y a eu toute une campagne à la fois de désinformation et on te tape dessus avec des arguments qui étaient complètement ridicules, mais qui, dans la tête des gens, a fonctionné. C'est-à-dire que ce discours, il a tapé juste. Ils ont réussi, entre guillemets, c'est-à-dire que cette campagne de désinformation a fonctionné. Lorsque vous rencontrez des gens, ça commence à changer, mais moi, je suis allé beaucoup au contact des gens pour leur parler de Bitcoin, que ce soit des commerçants ou des gens dans la rue, dans le train, enfin bon, bref.
J'ai échangé avec eux et dès qu'on prononçait le mot Bitcoin, à un moment donné, il y avait vraiment ce mouvement un peu de recul. Ouh là 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 là, je ne veux pas entendre parler de ce truc-là. Non, 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 c'est hyper dangereux, etc. Donc ce discours, il est passé. Il est passé. Bitcoin est à Bitcoin est à 100 000 dollars et les gens s'y sont complètement désintéressés. On le sait, on le voit aussi au sein de la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire que les transactions n'en a quasiment plus. Donc les particuliers ne sont pas là, ils ne sont plus là. Il y a eu la grande hype de 2017, il y a eu celle de 2021, il y a des gens qui sont venus dans l'écosystème crypto global, mais du coup, finalement, pour beaucoup, en tout cas, sont peut-être repartis et on ne voit pas de nouvelles vagues arriver pour le moment. Et dans le même temps, on a eu tout un tas de déclarations. Donc, le premier, évidemment, le plus important, c'est BlackRock. Du coup, BlackRock, avec Larry Fink, qui déclare bon, bah, en fait, je me suis trompé. Je me suis trompé sur ce qu'était Bitcoin. Et en fait, Bitcoin, c'est génial. C'est top et il faut y aller. Je veux dire, il faut quand même avoir un degré de naïveté assez impressionnant pour imaginer que Larry Fink, PDG du plus gros fonds d'investissement au monde, puisse à ce point se tromper sur un actif pour ensuite finalement retourner sa veste et dire non, en fait, on s'était trompé, on avait mal compris. Et j'ai reçu Yves Chouefati lorsque je faisais des lives comme tu les fais toi. Et donc Yves Chouefati, qui est président de Tobam, qui est un fonds d'investissement qui gère 10 milliards. Et en fait, Yves indiquait que les institutionnels se positionnaient déjà dès 2014-2015. Donc, en fait, ils le savent. Oui, ils avaient compris. Là où on a été sans doute très naïf dans la communauté, c'est d'imaginer qu'en fait, ce discours ne pouvait pas passer. En mode, on se place, on se positionne de manière discrète, on dit que c'est pas bien, donc on récupère tout un tas d'argent, enfin tout un tas de bitcoin en l'occurrence, et puis lorsque on en aura accumulé une bonne partie, alors on pourra commencer à en faire la promotion. Mais c'est typiquement, vous êtes 10 autour d'une table, vous êtes un expert, les autres ne le sont pas, forcément experts. Il y a un objet qui est là sur la table et vous savez que cet objet a de la valeur parce que votre expertise vous fait bien comprendre que là, vous êtes tombé sur un petit trésor. Eh bien, la première réaction, si vous êtes malin, ça ne va surtout pas être de dire « Oh là là, mais ce truc-là est génial. Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur qu'il a ?» Non, la technique la plus fine, si vous voulez faire de l'argent avec ça, c'est de surtout dire aux autres non, surtout, oh là là, mais ça, c'est une contrefaçon, n'y allez surtout pas, il n'y a aucun intérêt à acheter ce truc, donc laissez-le tranquille. Les gens se retirent et vous allez l'acheter à un moindre prix. Vous allez l'acheter à un moindre prix, et puis ensuite, vous allez expliquer pourquoi vous vous étiez trompé en fait sur cet objet-là, et vous allez en vanter les mérites pour pouvoir le vendre à un prix fort. Je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de ceux qui ont bien compris ce qu'est le Bitcoin et qui en accumulent aujourd'hui avec force. Hein. L'ETF Bitcoin de BlackRock, c'est l'ETF qui a surperformé tous les ETF existants depuis leur création. Il n'y a pas un ETF qui a fait les mêmes performances que Bitcoin. Et ça devrait interroger les gens. Si les plus fortunés, si ceux qui s'y connaissent le mieux en actifs ou autres, etc., vont à ce rythme-là dessus, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. D'autant plus que je lisais récemment que ce TTF Bitcoin est même plus rentable aujourd'hui, en tout cas pour BlackRock, vu les entrées qu'il a fait, que leur ETF S&P 500. Donc, on est quand même en fait sur quelque chose d'assez incroyable. Et comme autre, parce qu'en plus on va dire de toutes ces mauvaises informations qui sont données dans les médias, je trouve aussi que le côté fiscal, en tout cas notamment en France, contribue aussi en fait à bloquer la circulation en fait de Bitcoin, en tout cas que les gens puissent l'utiliser comme monnaie de tous les jours. Il faut vraiment que les gens comprennent que la monnaie est un outil de pouvoir. Ça, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. En fait, aujourd'hui, quand on parle aux gens de la monnaie, bah, eux, ils voient, OK, à la fin du mois, je récupère un salaire. Et donc, j'ai besoin de cet argent-là pour vivre. Et en plus, alors, souvent, on me dit, moi, je peux le toucher, tu vois, je sais ce que c'est. Et puis, je sais que mes 10 euros vaudront 10 euros. Bon, en fait, ce qu'ils ne perçoivent pas, c'est que leurs 10 euros, un mois plus tard, ne vaut pas 10 euros. Les
10 euros valent plutôt en pouvoir d'achat 9,90 € par exemple au bout d'un certain temps. Donc ils ne l'aperçoivent pas. Pourquoi? Parce que cette dévaluation monétaire, elle se fait petit à petit. Elle n'est pas violente, en tout cas pas dans nos pays, et donc du coup difficile de percevoir que le sujet monétaire est un vrai sujet. Donc, il n'y a pas d'intérêt en fait pour les gouvernants aujourd'hui, ceux qui détiennent ce pouvoir de création monétaire, d'en faire de la publicité ou je ne sais quoi. Il n'y a pas enfin voilà, ils ont un pouvoir entre les mains. Bitcoin, c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent pas maîtriser, donc ils n'ont pas d'intérêt d'y aller. Donc, comment on peut faire pour éviter que les gens aillent trop dessus? On va mettre une fiscalité dessus, tout simplement. Lorsque les États-Unis ont compris que leur monnaie allait commencer à battre de l'aile, donc en 1934, de mémoire, il faudra fact-checker, mais je crois que c'est ça. Lorsqu'ils ont compris ça, ils savaient que l'or, c'était de la vraie monnaie. Ils ont imposé à tous leurs citoyens de ramener l'or, sous peine d'être emprisonnés, d'avoir des amendes, etc. Je ne sais pas si on se rend compte, 1934, c'est moins d'un siècle. Et les États-Unis avaient compris que, en fait, ils ne pouvaient pas manipuler l'or. Ils pouvaient manipuler autant qu'ils voulaient leurs billets de dollars, là, leurs bouts de papier, mais par contre, ils ne pouvaient pas manipuler l'or. Comprenant que, du coup, l'or allait devenir extrêmement importante, en fait, ils ont cherché à tout récupérer. Donc, pour moi, je pense qu'à un moment donné, on a ce risque-là sur Bitcoin. C'est-à-dire que nos pouvoirs en place nous forcent peut-être à un moment donné de nous dire, en fait, vous allez les rendre, ces Bitcoins, vous allez nous les donner. Et même si on dit que Bitcoin est incensurable, etc., et que vous détenez vraiment votre monnaie, oui, enfin, moi, si j'ai 3 gendarmes qui débarquent chez moi et qui me disent Monsieur Haro, on sait que vous avez du Bitcoin, il faut nous donner les clés, parce que sinon on va vous emprisonner, en fait, je vais les donner les clés. Vous voyez. Donc, il faut quand même, faut prendre cette mesure-là, et c'est pour ça que l'histoire est importante. Savoir qu'un pays le plus puissant au monde, démocratique normalement, a forcé ses citoyens à ramener un actif qui était détenu en propre, de l'or, au sein de leur réserve. Bref, moi, des fois, j'ai envie et ça, je ne le savais pas, hein, on ne nous l'enseigne pas, ça, à l'école, hein, mais j'ai envie de réveiller les gens et leur dire, mais réveillez-vous, ils ne vous veulent pas que du bien, quoi. Mais par contre, je suis pas... hier, on parlait de l'État, etc., et moi, j'étais enseignant, donc je ne suis pas contre l'État. Comment dire, l'éducation, la santé, tout ça, le fait qu'on vive en communauté et qu'il faut qu'il y ait un État, je ne suis absolument pas contre, hein. Moi, je suis pas les impôts, je trouve ça bien. Trop d'impôts, ça commence à me questionner, mais les impôts, il en faut, parce qu'on vit dans une communauté, il faut qu'à un moment donné, chacun participe de manière à ce qu'on ait des services. Mais c'est un peu comme... là, ça va être un peu violent peut-être, mais j'ai des poules à la maison. J'en prends soin. Je leur donne à manger, je leur donne de l'eau, je fais attention qu'elles n'aient pas trop chaud. Elles sont là pour me fournir des œufs. Et je les enferme. Elles sont enfermées, elles ne sont pas en liberté. C'est de plus en plus, avec la découverte de toute l'histoire de l'humanité, j'ai quand même un petit peu cette sensation. C'est-à-dire que on a des personnes à la tête d'entités qui détiennent le pouvoir de création monétaire qui sont pour moi là pour nous faire bosser, et de manière à ce que de toute façon vous vous rendiez pas compte que vous n'avez pas vraiment la main sur le fait de vous enrichir ou pas. Il y a des moyens de le faire, hein, mais globalement avec le système monétaire actuel, ça reste compliqué pour les gens tout en bas de pouvoir grimper. Et cette remarque, elle est valable à la fois pour la population, mais à la fois aussi au niveau étatique, entre les États. C'est-à-dire que ce que je peux ressentir de la part de mon gouvernement, etc., qui vont sans cesse s'endetter puis nous balancer des impôts, en fait, on a exactement la même problématique vis-à-vis des États-Unis et d'autres pays, de la France avec les pays francophones du franc CFA, etc. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais principalement pour nous faire bosser, quoi. Et là, je lis un passage de Broken Money, du coup, je peux faire de la pub? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, la traduction française s'appelle Rupture monétaire. Merci à Bastien Stock et Ludovic Lars d'avoir fait la relecture. Mais ce bouquin,
c'est un bijou, mais vraiment. Et du coup, là, dans un des passages que je suis en train de lire, en fait, elle explique comment les pays dominants, en fait, Mhm. imposent du coup qu'il y ait les fameuses réserves en dollars ou des réserves dans les monnaies, soit en euros, soit en dollars, en fonction des différents pays, vers des pays qui sont en voie de développement ou des pays pauvres, de manière à ce que ces pays s'endettent et à ce qu'on les restructure en permanence, ces dettes. On restructure tout le temps, voilà, on leur dit, ah, vous avez eu un pépin, bah, on va vous aider. Et pour faire quoi? Pour finalement, à travers le FMI, pour faciliter du coup des prêts qui vont aller vers quoi? Bah, vers souvent des entreprises occidentales, donc américaines, européennes. On va aider à mettre en place des infrastructures pour faciliter l'exportation de matières premières notamment, enfin bon, bref, des biens que ces pays-là ont. Et en aucun cas, les prêts ne sont accordés pour faciliter l'autosuffisance. En aucun cas. Ça se voit, ça a été étudié, elle parle d'études qui ont été menées, qui montrent bien qu'il y a une espèce de transfert de richesse des pays pauvres vers les pays riches, et on utilise la monnaie pour faire en sorte que ce truc-là n'ait jamais de fin. En fait, on les endette en permanence. On utilise parfois aussi des gouvernements corrompus pour maintenir un petit peu ce système-là. Et il y a une histoire, évidemment, moi, qui me frappe là-dedans, enfin, une histoire que j'ai découverte quand je suis parti au Sénégal, qui est celle de Thomas Sankara, donc président de la haute ou basse Volta, je ne sais plus à l'époque, mais du Burkina Faso. Voilà, Haute-Volta, qui est devenu Burkina Faso. Voilà, devenu Burkina Faso. Et enfin, l'histoire de cet homme politique est pour moi assez criante. Je ne sais pas si ce personnage était un saint ou pas, mais il a déclaré qu'il souhaitait que son pays devienne autosuffisant. Il a fait une déclaration aux Nations Unies dans ce sens. Il a indiqué aux pays qui prêtaient de l'argent qu'il ne voulait pas d'argent, mais qu'il aurait préféré avoir des tracteurs, bref, des choses qui permettent à son pays de devenir autosuffisant. Bon, il est décédé quelques semaines plus tard, assassiné. Je pense qu'il faut que les gens se réveillent. On n'est pas, en tout cas, même en France, on n'est pas dans un pays de gentils, très très loin de là. Il y a des gens à la tête de toutes ces organisations un petit peu monétaires, etc., qui ont bien compris qu'on pouvait mener les gens à la baguette via la monnaie. Et aujourd'hui, on vous dit que la Banque Centrale Européenne est là pour la stabilité des prix. Bah, non, en fait, la Banque Centrale Européenne souhaite que les prix augmentent de 2% chaque année. Moi, j'appelle pas ça une stabilité des prix. En tout cas, c'est clair que pour en revenir à Thomas Sankara, il avait bien compris qu'il y avait un problème avec la monnaie dette, avec la dette notamment, et c'était son cheval de bataille. J'ai pas mal écouté beaucoup de discours en fait qu'il a fait, en tout cas au tout début, même avant d'être président, c'était vraiment quelque chose qu'il il répétait tout le temps. Il a même fait un discours mémorable en fait. Et c'est peu de temps après ça en fait qu'il est mort. Il a fait un discours là-dessus aux Nations Unies africaines. Je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Il a fait un grand discours devant tous les présidents qui étaient déjà acquis à la cause en fait des pays occidentaux pour dire que c'était pas normal qu'il y ait cette dette et que de toute façon lui il partait pour ne pas la rembourser quoi qu'il arrive parce que c'était un puits sans fond. Oui, c'est un puits sans fond, bien sûr. Voilà, Linalden le précise dans son livre, c'est-à-dire que les pays qui se sont endettés ont, avec le jeu des intérêts, de toute façon déjà payé largement ce qu'ils devaient, et en fait sont continuellement avec de plus en plus de dettes et n'arrivent pas en fait à se détacher de ça. Et alors, évidemment, les dettes ne sont pas libellées dans la monnaie locale. Tout à fait. C'est là où c'est extrêmement perverse. C'est-à-dire qu'on va vous libeller des dettes, mais des dettes en dollars ou en euros. Mais on ne va pas vous libeller des dettes dans une monnaie que vous pourriez évidemment imprimer, alors même que les pays les plus puissants le font. La dette américaine est libellée en dollars. Et donc, ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent. Voilà. Donc là, si on faisait un jeu dans une école avec ça, et juste des billets en expliquant, etc., à des enfants, les enfants se révolteraient, en fait, mais très rapidement. Ils diraient, mais attendez, c'est pas juste, il y a un truc qui va pas. Et pourtant, c'est un système qui est en place au niveau mondial, et ça passe.
tranquille. Bah, en même temps, ça s'accompagne aussi, en fait, parce que la domination du dollar, elle est accompagnée aussi du pouvoir militaire qui va avec. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça devient compliqué, en fait, pour les États qui sont soumis, en fait, de cette façon, d'en sortir. Et puis, le FMI, c'est vraiment un puissant outil, en fait, de domination. Hier, j'avais cité ça, mais du coup, j'ai encore relu un peu dessus ce matin, en fait, que enfin, ils sont en train de refaire ce qu'ils ont fait au Salvador, en fait, avec des pressions pour abandonner Bitcoin. Ils refont la même chose au Pakistan, en leur interdisant, en fait, de miner du Bitcoin avec le surplus énergétique, en fait, qu'ils ont. Mais quand vous grattez ce qu'est le FMI, donc qui a été créé juste après Bretton Woods, du coup, sous l'égide américaine, etc., les 12 présidents du FMI qui ont été présidents, les 12 sont tous européens. Ouais. 5 sont français, vous allez me dire pas américains. Mais là, je viens de découvrir encore en lisant ce fameux bouquin que vraiment je vous incite à lire. Il est très, très, voilà, il est gros, mais vraiment, je pense que vous allez apprendre masse d'informations. En fait, aucun pays n'a de droit de veto sur le FMI, sauf que à partir de 15% des droits de vote, vous pouvez bloquer certaines choses. Et comme de par hasard, un seul pays a plus que 15% de droits de vote, ce sont les États-Unis avec 16,5. Enfin, à chaque fois que vous grattez quelque chose sur ce type de sujet, plus vous dites, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, comment on accepte ça? On est sous domination, de toute façon, américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très net, très clair. Et je n'arrive même pas à comprendre comment les dirigeants européens arrivent à laisser faire ce genre de choses. Ils ont peut-être choisi leur bataille où ils se disent que de toute façon, on ne peut pas lutter, donc autant être alliés. Pourtant, c'est des alliances, en fait, qui sont, je trouve, même pas justes, parce qu'au final, les États-Unis, ils considèrent la France, enfin, l'Europe, en fait, un peu comme leurs vassaux ou comme leurs ennemis, en fait, en fonction des situations. Mais c'est un système pyramidal, hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont tout en haut, l'Europe est en dessous, et certains pays d'Afrique sont en dessous de l'Europe. Et Ouais, du coup, c'est une chaîne comme ça de soumission qui est là. Et donc, alors là, on va revenir à Bitcoin. C'est ce que je disais hier soir, c'est que je ne pense pas qu'il faille attendre de nos gouvernants une réaction. Pourquoi? Parce que voilà, en Afrique, certains ont essayé de le faire, ils se sont fait assassiner, ou alors il y a des guerres qui sont lancées. Enfin bon, bref, on va imaginer, enfin la guerre en Irak. C'est les États-Unis ont indiqué qu'il y avait je ne sais quoi et finalement il n'y a eu aucune preuve et ça passe crème et on y va quand même. Bon, donc c'est pas crédible et on sait que le sujet monétaire il est derrière. Donc à mon sens, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que M. Emmanuel Macron se dise oh, bah oui, dis donc, Bitcoin, c'est quand même ça comment intéressant, on va y aller. Non, je crois que c'est une espèce de prise de souveraineté individuelle qu'il faut avoir, ce qui fait qu'en plus, c'est une espèce de révolution silencieuse et pacifique de tout un chacun de se dire bah, en fait, Bitcoin, c'est une façon de reprendre le pouvoir donc sur la monnaie. Et donc, libre à chacun de reprendre ce pouvoir sur la monnaie. Et si on est de plus en plus nombreux à le faire, bah, au bout d'un moment, ils n'auront pas trop de choix que de finir par accepter le truc. Ou alors, il y aura une guerre en mode un peu comme ce qui s'est passé avec l'or aux États-Unis, pour pouvoir les récupérer. Mais bon, qu'est-ce qu'on a à perdre? À mon avis pas, enfin, à part nos bitcoins, quoi, mais sinon, je ne vois pas dans nos pays, notre vie ne va pas être menacée, quoi. Sachant que c'est d'autant plus important que finalement, c'est de l'énergie et du temps, en fait, des gens indirectement, en fait, qui est volé de cette façon. Parce que on met de l'énergie, en fait, à gagner de l'argent, à gagner notre vie, parce qu'on veut préparer, en fait, l'avenir et pouvoir dépenser cet argent-là, en fait, dans le futur. Mais au final, en fait, lorsqu'il est dilué, ça veut dire que le temps qu'on a, l'énergie et le temps qu'on a mis à le gagner, en fait, nous a été pris d'une certaine façon. Et ça devrait être enseigné. Ça, vraiment, ça devrait être enseigné. Il faut que les gens comprennent qu'en plus, les monnaies ne sont pas éternelles. L'euro n'a que 25 ans. La monnaie, le franc, donc en France, n'avait que 40 ans avant avant il y avait l'ancien franc, et l'ancien franc qui avait connu lui-même des dévaluations successives.
Je recommande, alors c'est une vidéo de coffre d'or, je crois, sur YouTube, bref, qui est une vidéo qui fait 5 minutes de l'histoire d'un boulanger qui économise une journée par mois, donc 30 fois, donc pour avoir l'équivalent d'un mois de travail. Et donc, il avait économisé 100 francs de l'époque, donc 100 anciens francs. Il pouvait les convertir en 5 louis d'or à l'époque, ou alors prendre le tout nouveau billet de 100 francs que la France avait bien voulu imprimer, gentiment. Il a fait le choix par commodité de prendre ce billet de 100 francs. Et ensuite, son souhait, c'était de le transmettre à ses descendants. Et donc, son arrière-petit-fils récupère ce billet, entre guillemets, de 100 francs, mais qui a été converti au cours du temps, et en fait, qui ne représentait plus que 12 centimes d'euros à la fin. Donc, un mois de travail, en 1914, je crois, la vidéo, un mois de travail ne représentait, en termes de monnaie étatique, plus que 12 centimes à la fin. Mais si ce boulanger avait converti ces 100 francs en 5 louis d'or, eh bien, en fait, il aurait l'équivalent d'un SMIC d'aujourd'hui. Donc, c'est un exemple hyper concret qui montre à quel point l'or est une bonne réserve de valeur. Elle conserve sa valeur dans le temps et dans l'espace. Mais par contre, les monnaies étatiques que nous connaissons, absolument pas. Et oui, il faut que les gens comprennent que épargner, en fait, épargner pour 3-4 ans, ok, mais épargner pour acheter quelque chose dans 20-25 ans, c'est une idiotie. Et tous ceux qui investissent ont bien compris ça. Et moi, personnellement, je ne l'avais pas compris. J'ai investi dans l'immobilier sans connaître tout ça. On m'avait dit que c'était bien, etc., mais je ne me représentais pas à quel point c'était important, à quel point, en fait, épargner de la monnaie, c'est ridicule, non pas sur du court terme, avoir un matelas d'épargne, ça, je le conseille à tout le monde, d'avoir un petit matelas d'épargne en cas de coup dur, etc., mais épargner sur le moyen et sur le long terme, avec les monnaies que nous avons, c'est une idiotie sans nom. J'espère que des gens vont écouter cette vidéo et que ça leur fera prendre conscience parce que c'est vraiment très, 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 très important, quoi. Et puis ça, on le sent. Moi, j'entends des personnes qui me disent, mais, enfin, et puis je le trouve que, mes parents, en fait, ils avaient plus de choses, ils accédaient déjà un peu plus facilement, en fait, à avoir des logements et qu'on se rend compte qu'en allant de plus en plus loin dans le temps, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, faut se dire que pour nos enfants ou nos petits-enfants, ça va être encore plus compliqué si on continue dans ce système-là et que on les prépare pas en fait à ça, quoi. Oui, il faut s'intéresser à la durée effectivement que nos grands-parents, donc nés en 1920, nos grands-parents pour acheter un bien mettaient, je crois, c'était entre 10 et 15 ans pour acheter un bien. La moyenne aujourd'hui, c'est plus 10 ou 15 ans. Hein. C'est bien plus compliqué que ça. Donc, oui. Oui. Tout à fait. Là, le temps file. Comme je te tiens, je voulais parler d'autres sujets. Parce qu'on a beaucoup parlé de Bitcoin. Je voulais parler aussi des altcoins et du marché crypto, en fait, faire un zoom en fait sur ce marché-là. Je crois dans un de tes posts, tu avais expliqué que il y a presque aucune altcoin qui avait surperformé Bitcoin sur 2 cycles. Ouais. Comment C'est aucune. Aucune, voilà, c'est ça, aucune. Donc, comment tu l'expliques et comment quelqu'un qui se dit, bon, allez, moi, je veux me tenter en fait sur les cryptos, comment il fait la différence entre un projet sérieux, bon, on sait que les bitcoins, voilà, c'est à part, et des tokens un peu opportunistes? Alors, je vais balancer une info, hein, je ne vais pas donner de nom, etc. Mais il y a un an, je suis rentré dans une entreprise et bon, il y avait des personnes en face de moi, des collègues du coup, qui se lançaient sur le marché crypto. Alors, c'était rigolo entre guillemets parce qu'avec l'expérience que j'avais, du coup, bon bah, je les ai prévenus. Je leur ai dit oulala, attention, mais avec les mêmes coins, etc. En très peu de temps, tu peux devenir millionnaire. Et, oui, bah, avec la loterie aussi, on peut, mais il y en a peu. La majorité quand même perd beaucoup d'argent. Donc bon, ils se sont lancés et puis il y a quelques jours, on a rediscuté et ils me demandaient comment acquérir du Bitcoin. Donc c'était assez rigolo. En tout cas, bon, moi j'ai dit bah oui, voilà, t'as fait ta propre expérience. Alors je vais expliquer aux gens parce que moi quand je me suis lancé dans cet écosystème,
J'étais très très loin d'être un bitcoiner maximaliste. J'ai tout essayé, enfin j'ai essayé beaucoup de choses, hein. Je suis allé sur les plateformes de DeFi, mais vraiment sur les blockchains, en décentralisé, à utiliser des bridges, à faire tout un tas de choses avec tout ce qui est possible de faire sur l'environnement crypto. Mais à un moment donné, je voulais structurer ma pensée aussi, je voulais essayer de comprendre comment tout ça s'organisait. Et lorsque vous faites ça, vous tombez sur un sujet qu'on appelle l'étude de la tokenomics. L'étude de la tokenomics, c'est de savoir finalement comment ces jetons sont répartis. Et c'est de là que vient la différence où beaucoup de bitcoiners vous disent attention, il y a Bitcoin et il y a les cryptos. Et Bitcoin ne fait pas partie de cet environnement que vous appelez des crypto-monnaies. Ce sont deux choses différentes. Bitcoin, la tokenomics, elle est assez simple. C'est un programme informatique qui vous dit il y a tant de bitcoins qui vont arriver toutes les 10 minutes. Et ce nombre de bitcoins qui arrivent toutes les 10 minutes, on va le diviser par 2 tous les 4 ans. C'est des nombres de blocs, etc. Mais pour faciliter les choses, voilà, c'est 10 minutes, ça c'est bien dans le code. Et pour les 4 ans, c'est un certain nombre de blocs. C'est inscrit et il n'y a pas eu de ce qu'on appelle du préminage ou alors de la réservation. C'est-à-dire, il n'y a pas une entité qui s'est réservée un certain pourcentage de Bitcoin. Dans l'immense majorité de tous les projets crypto autres que Bitcoin, vous avez des entités qui se sont réservées un certain montant de tokens qu'ils ont créés, je le répète, gratuitement. Les bitcoins sont à la base créés gratuitement, il faut miner, faire du minage, mais ils arrivent, quoi qu'il arrive, ils vont arriver sur le marché. Les cryptos que vous avez, que ce soit Ethereum, Cardano, Solana ou tout ce que vous voulez, ce sont bien des jetons qui, à la base, sont créés à partir d'un code, mais pour lequel, donc gratuitement, enfin c'est un code informatique, c'est pas non plus, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et l'équipe va s'en réserver une partie. Va s'en réserver une partie pour l'équipe, va réserver une partie pour inciter les gens à venir en acheter au début. Et donc, vous avez une répartition qui est là. Est-ce que les projets n'ont aucun intérêt? Est-ce que les projets crypto n'ont aucun intérêt? Je n'ai jamais dit ça. Ethereum, son objectif, c'est d'être une plateforme décentralisée, un système d'exploitation décentralisé sur lequel on peut venir plugger des applications, etc. Et l'Ether va permettre de faire fonctionner les fameux smart contracts, qui sont des petits contrats intelligents, etc. Mais évidemment que ça a un intérêt, ce genre de choses. En tout cas, ça peut être utile. On peut imaginer tout un tas d'utilisations avec ça. Mais si je me place du point de vue investisseur, c'est là où il faut changer la donne. C'est de se dire, mais OK, d'un point de vue investissement, est-ce que c'est malin d'aller acheter quelque chose alors que je sais que 50% de ce quelque chose a été réservé par des gars qui ne l'ont pas payé et qui ne l'ont pas acheté à ce prix-là? Ben, là, ça devrait questionner. Et je vais vous donner ma petite expérience sur un achat d'actions, entre guillemets, alors pseudo-actions d'ailleurs, parce que j'étais sur sur une espèce de marketplace là, qui s'appelle eToro en l'occurrence, pour acheter mes toutes premières pseudo-actions. Je n'avais jamais fait ça. Et quand Coinbase a indiqué qu'ils allaient rentrer en bourse, je m'étais dit, waouh, les instits sont sur Coinbase. Du coup, s'ils lancent leur boîte, ça peut valoir le coup d'en acheter dès le début parce que ça va sûrement prendre en valeur. Mais je me suis fait déglinguer. Pourquoi? Parce qu'en fait, une partie de ces actions avait été offerte gratuitement à je ne sais combien de centaines, voire même milliers, enfin centaines au moins, d'employés de chez Coinbase. Donc il y avait des actions qui avaient été offertes gratuitement. Et donc ils avaient fixé un prix de lancement, ils ont lancé l'action, et du coup, évidemment, tous ceux qui avaient reçu des actions, donc c'était 300, 350, je ne sais plus, dollars, l'action, tous ceux qui avaient reçu des actions gratuitement, dès qu'ils en ont eu l'occasion, c'est-à-dire dès que ça a été mis sur le marché, les ont vendus. Du coup, ça a fait une pression baissière, ce qui fait que du coup, les actions sont descendues très très fortement. Donc là, elles viennent tout juste, je crois que ça fait 4-5 ans, elles viennent tout juste quasiment de atteindre leur prix de lancement. Mais cet exemple est là non pas pour vous dire faites attention, il ne faut pas aller sur les marchés actions, etc. Mais juste, il faut bien connaître la constitution de ce qui est en train d'être mis sur le marché. Or, quand on lance une crypto, dans 99% des cas,
c'est qu'en fait, il y a des personnes qui sont derrière qui se sont réservées un certain nombre de jetons. Et ces jetons-là, ils les ont acquis gratuitement et ils vont pouvoir les vendre. Donc, il faut vraiment dissocier pour moi le côté à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là, et le côté investisseur en mode est-ce que c'est une bonne réserve de valeur, est-ce que si je vais là-dessus, est-ce que je risque pas d'y perdre des plumes? À partir du moment où l'équipe s'est réservée un certain nombre de jetons, je ne dis pas que le prix ne peut pas réaugmenter, je dis qu'il y a une grosse méfiance à avoir. Et donc, quand on fait l'étude sur deux cycles de 4 ans, eh bien, aucune n'a performé Bitcoin. Donc, on peut se dire que peut-être la prochaine va réussir à le faire. Moi, je commence à douter très sérieusement de ce genre de projection. Je ne le pense pas. Et ceux qui me diront que si, il y a des crypto-monnaies qui ont surperformé Bitcoin, si c'est le cas, c'est sur un cycle, c'est parce que ça vient d'être lancé, et donc du coup, il y a une hype, mais lorsque la hype est passée, c'est bon. Donc voilà, dissocier l'utilité est-ce que parce que c'est... Alors, si, il y a un truc quand même. Si c'est inutile, j'ai envie de dire aux gens, n'y allez pas. Enfin, oui, déjà. Voilà. Comme les mêmes coins. Aller sur quelque chose qui est complètement inutile. Mais si c'est utile, ça ne veut pas dire qu'il y a un intérêt financier à y aller. Là, dans ces cas-là, il faut sans doute beaucoup plus creuser le sujet. Voilà mon avis. C'est super clair. C'est vrai que quand on regarde Coinbase, la courbe de Coinbase ressemble effectivement à la tokenomics de certains projets, en fait, où tu vois que ça monte de certains projets crypto. En tout cas, elles ont carrément la même tête, en fait, avec une hype et le truc qui descend et qui met du temps, en fait, à remonter. Donc, effectivement, il faut faire très attention, surtout que, surtout, il y a certains projets, je pense que la distinction, elle est intéressante. J'en profite pour te raconter une anecdote en fait d'un prospect qui me tenait mordicus que quelqu'un avait créé des faux bitcoins au Japon. Je lui dis, enfin, c'est pas possible. Je ne pense pas en fait que tu me parles de bitcoin. Mais si, oui, il y a quelqu'un qui a créé des faux bitcoins au Japon et qui a arnaqué en fait des personnes. Et en creusant en fait, il s'avère que c'était une histoire de meme coin. Il m'a dit oui, mais même Trump, il en a créé un aussi. Et là, c'est là que je me suis dit, bon, effectivement, bon, on parle pas de la même chose. Donc, la distinction, elle est importante. Ça ne veut pas pour autant dire que tous les autres projets, on les met à la poubelle, mais il faut vraiment bien faire la différence. Voilà, c'est pas la même chose. C'est Bitcoin est ce qu'il est et le reste des projets, pour moi, peuvent avoir une utilité, mais en termes d'investissement financier, vous voyez, Coinbase, peut-être que dans 5, 6, 10 ans, je serais content d'en avoir acheté. Je ne les ai pas vendus, qui ne vont pas faire peur, mais je ne les ai pas vendus. Peut-être que ça rapportera et peut-être que les gens, j'en sais rien, qui vont être sur Ethereum, peut-être qu'à un moment donné, peut-être que, j'en sais rien, ça regrimpera et ça repartira. Mais il faut que les gens, s'ils veulent acheter, qu'ils achètent en conscience. Ils doivent savoir qu'il y a un certain pourcentage des tokens qui sont déjà répartis et détenus par des entités qui pourraient très bien prendre leurs bénéfices à un moment donné si le prix grimpe de trop. Ce qui est le cas aussi sur Bitcoin, mais personne ne les a acquis gratuitement. C'est ça, que les gens les ont soit, on va dire, achetés sur un marché ou minés voilà, au tout début. Justement, en parlant des bitcoins en fait du début, moi j'ai une question qui me taraude en fait depuis un petit moment, c'est faut-il miner du bitcoin ou en acheter, selon toi? Je dirais que ça dépend où tu es. Si tu es dans un pays où l'électricité est quasi gratuite, du coup, sans doute que s'intéresser à en miner, ça peut être intéressant. Alors, en miner en rejoignant une pool, d'accord. Donc, pour l'explication de la poule de minage, on rappelle, si vous êtes tout seul à miner avec une petite machine, la probabilité de tomber sur la bonne solution, elle va être infime. Si vous faites partie d'une poule, en fait, vous vous mettez à plusieurs et celui qui trouve parmi cette poule, du coup, va faire en sorte que le gain soit réparti ensuite entre tout le monde. Mais donc, le minage, si vous êtes dans un pays où l'électricité est vraiment bon marché et que, du coup, vous pouvez miner,
why not? Pourquoi pas? Alors, vous avez en plus un avantage, c'est que du coup, enfin un avantage, si vous n'avez pas envie d'avoir des bitcoins KYC, etc., du coup, bon, ceux-là, ils sont totalement neutres. Mais en France, miner, je ne vois pas trop l'intérêt. L'électricité est beaucoup trop chère. Donc, avant que vous ne rentriez dans vos frais, il va falloir attendre un sacré bout de temps. Donc, voilà, je dirais que ça dépend de la situation géographique. Et donc, ça veut dire que cette question qu'on pose à un particulier n'a rien à voir, la réponse en tout cas n'a rien à voir avec si on s'adresse à un État. Parce que si je m'adresse à un État, l'électricité, s'il n'est pas trop bête, il cherche une source d'énergie et du coup, là, il peut en acquérir, non pas gratuitement, parce qu'il y a le prix de l'infrastructure pour créer cette électricité, mais là, vous voyez, c'est plus les mêmes, c'est plus les mêmes enjeux. Et alors, sans parler de tout ce qui est équilibrage de grid, etc. Enfin bref, pour un État, il y a tout intérêt à y aller. Pour un particulier, ça dépend, pour moi, ça dépend de sa situation. Si vous travaillez chez EDF et que vous avez un très bon tarif sur l'électricité, Allez-y. faut regarder, faut calculer, mais je sais ce que j'aurais fait si j'avais bossé chez EDF. C'est vrai que après il y a aussi un côté de participation en fait au réseau et à l'écosystème en fait Bitcoin, mais qui peut se faire tout simplement par un nœud en fait de validation. Oui, c'est la première, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à vraiment gratter Bitcoin et que j'ai compris l'intérêt que ça avait. J'avais envie de faire partie du game, du coup, de rentrer dedans. Je m'étais dit, bon, alors je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Et en fait, installer un nœud Bitcoin, alors même en plus aujourd'hui, il y a des trucs qui sont tout faits de chez Umbrel, là, notamment. Donc, c'est quoi? C'est un disque dur, voilà. 1 Tera, 2 Tera, je conseillerais 2 Tera maintenant, parce que du coup, on approche sans doute du Tera sur la blockchain Bitcoin. C'est une petite carte électronique qu'on appelle un Raspberry, en général, pour faire tourner ça. Donc, moi, à l'époque, j'en avais eu pour à peu près 200 €. Et là, pour le coup, vous participez à cet écosystème. Alors, ça ne vous rapporte rien, mais vous participez à la décentralisation. Donc, pour rappel, un nœud Bitcoin n'a pour but que de choper les transactions qui arrivent, vérifier qu'elles sont valides, qu'elles respectent les règles du protocole Bitcoin, et si c'est le cas, du coup, de les insérer dans le même pool. Et du coup, les mineurs, eux, vont venir chercher dans le même pool un certain nombre de transactions pour maximiser les frais de transaction. Donc, ils vont prendre celles qui rapportent le plus, vont les mettre dans un bloc et vont chercher la fameuse solution au problème mathématique qu'on appelle un nonce pour pouvoir avoir le droit de réclamer les nouveaux bitcoins qui sont disponibles à chaque confirmation de bloc. Et puis ça peut quand même apporter le fait d'être souverain sur son portefeuille, avoir un nœud pour vérifier ce qui se passe sur les réseaux. Après, il faut vraiment vouloir avoir une implication, on va dire, plus simple observateur, quoi. Oui, il faut être honnête. Moi, je vais l'être. Moi, j'ai un nœud Bitcoin, il tourne, mais bon, je ne m'amuse pas à aller vérifier. Je sais que certains le font. Je sais que c'est très surveillé, les transactions. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand il y a des portefeuilles qui se réveillent. Voilà, tout de suite, hop là, l'écosystème est en émulation parce qu'évidemment, il y a des gens qui surveillent ça de très près. Donc, oui, il y a la possibilité de faire ça. Mais très sincèrement, si vous installez un nœud Bitcoin, ça ne vous servira pas à grand-chose. Mais c'est un petit peu comme si, je dirais que c'est un peu l'équivalent de mettre son gilet jaune quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes, quoi. C'est-à-dire que si vous soutenez la cause, c'est 200 € à mettre, mais au moins vous améliorez la décentralisation. À la limite, ce que j'aimerais d'ailleurs, quand on voit la décentralisation de Bitcoin, c'est davantage d'essayer de faire en sorte que ça se décentralise aux quatre coins du monde. Parce que les nœuds, 200 €, c'est pas rien pour certains pays. Donc, c'est très décentralisé, certes, oui, mais surtout beaucoup aux États-Unis, en Europe, sans doute un peu en Asie et en Chine. Mais après, dans le reste du monde, si on prend l'Afrique, par exemple, il y en a quand même beaucoup moins. Certains nous diront que, en fait, ils ont leurs nœuds sur des plateformes type AWS, etc. Moi, je dirais que s'il y avait des structures qui avaient un peu d'argent, etc., aider à la décentralisation un peu partout, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud ou autre,
ce serait vraiment pas mal, quoi. Qu'on ait une décentralisation géographique, parce que c'est vrai que quand on regarde en fait sur les maps de nœuds, notamment l'Afrique est carrément éteinte en fait sur ce. Oui, il y a pas grand-chose. Mais après, c'est ce que je disais hier aussi, c'est-à-dire qu'il y a le problème du coût de la vie. Enfin, 200 euros, bah, c'est pas rien. Pour tout un tas de pays, c'est un Oui, salaire, c'est hein. clair. Tout à fait. Donc, bah, du coup, là, moi, quand je me dis 200 euros, ça va faire en gros un dixième, voire moins de mon salaire. Et alors que du coup, là-bas, c'est un salaire. Donc, bah, déjà, c'est pas la même chose. Exactement. Comme pour les transactions, j'avais discuté à un moment donné de ça, de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin ne va pas être accaparé par les riches parce que seuls les riches pourront transacter sur Bitcoin à un moment donné? Je pense qu'on arrivera à ça aussi. Et ça, il faut, entre guillemets, qu'on s'y prépare. C'est-à-dire que si on veut que Bitcoin soit adopté, alors des relais, il va falloir qu'il y en ait. Des relais Lightning, etc. Mais il va falloir sans doute qu'il y ait des gens qui détiennent les fameuses clés sur le layer 1 pour d'autres gens qui, eux, n'ont peut-être pas les clés sur le layer 1, mais peut-être des clés sur le layer 2. Enfin, je ne sais pas tout ce qu'on peut imaginer à inventer. Mais on ne peut pas imaginer, quand il y a eu la hype des frais de transaction en 2017 et 2021, donc ça montait, je ne sais plus, peut-être à 5 ou 10 dollars la transaction. Vous comprenez bien que 5 ou 10 dollars pour un Africain, dans certains pays, c'est inimaginable de faire ça. Et je vous dis ça pour les pays africains, mais quand il y a eu la hype des ordinals, lorsqu'il a fallu que alors c'est de la technique, mais que je concatène des UTXO, là, et que j'ai vu les frais que je devais payer pour pouvoir le faire, même moi, là, entre guillemets, européen, avec un peu plus d'argent, je me suis dit, oula, je vais attendre un peu. Bah ouais, c'est trop, ça coûtait trop cher pour pouvoir faire ça. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si les frais augmentent, ce qui sera le cas, tous ceux qui auront des petites proportions, en fait, risquent de les perdre, tout simplement. Non pas de les perdre, ils auront toujours accès à ces petites portions, mais les utiliser leur coûtera trop cher. Et ça leur coûtera sans doute plus cher que le montant qu'ils ont dans leur portefeuille. Et donc ça, c'est un vrai problème. C'est vrai. Et ce problème-là, souvent, on l'a sur Ethereum, où tu te retrouves bloqué parce que tu peux plus bouger en fait ce que tu as. Tu es obligé de remettre plus d'argent en fait sur la blockchain pour pouvoir récupérer ce que tu avais. Donc tu le laisses comme ça. Donc voilà. Tous ceux qui ont fait des manipulations effectivement sur Ethereum connaissent le problème. Voilà, connaissent bien ce problème. Et en parlant des États en fait sur le minage de Bitcoin, j'ai l'impression, en tout cas pour l'Europe, que les États, enfin en tout cas c'est plutôt la Banque centrale même qui est plutôt, on va dire, qui a le cerveau plutôt tourné vers son histoire de MNBC que une quelconque étude de Bitcoin et de comment elle pourrait même utiliser Bitcoin pour avoir une souveraineté. Et tu dis souvent en fait dans tes posts que c'est voué à l'échec. Pourquoi selon toi? Alors, je pense que c'est voué à l'échec d'abord parce qu'il y a déjà eu quelques tests, donc le cas au Nigeria, où on a bien vu que la monnaie numérique de banque centrale n'a pas fonctionné. Ce sera un échec aussi parce que on a des sociétés qui ne vont pas forcément accepter ce genre de choses. Aux États-Unis, ça a même carrément été interdit. Alors que Trump a dit hors de question qu'on aille ou qu'on étudie ce genre de choses parce que les Américains sont quand même attachés à la détention propre. Même si, bon, ils sont quand même à voir avec leur dollar, mais il y a quand même cette idée de propriété qui est très, très présente. En Europe, on n'y est pas, et du coup, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en Europe, on se tourne davantage vers un système type communiste comme la Chine, avec son yuan numérique, où il y a une volonté quand même de contrôle qui est assez forte sur leurs citoyens. Nous, on se tourne vers ça. Moi, je dis que ça va être un échec, et j'ai une image pour ça, c'est celle du collier électronique. En fait, la monnaie numérique de banque centrale, c'est quoi? C'est une monnaie qui sera extrêmement centralisée, évidemment. Du coup, seules quelques personnes auront la main sur cette monnaie, dans le sens combien j'en émets. Elle est programmable, donc je peux lui faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je peux, avec une monnaie programmable, je peux choisir de flécher tout un tas de choses. Vu qu'elle est programmable, je peux censurer ce que j'ai envie de censurer. Tous les cryptophiles qui ont voulu acheter des cryptos via leur banque savent très bien
que des banques peuvent censurer. Beaucoup de citoyens français se sont vus refuser leurs achats de crypto parce que la banque refusait de faire des achats sur telle ou telle plateforme. Donc, on peut aussi censurer. Et là se pose une question, c'est-à-dire que la monnaie européenne, l'euro numérique, évidemment, ils nous disent ah non, non, mais la confidentialité sera quand même respectée, et puis on y fera évidemment attention. Bien évidemment qu'on ne veut pas faire un vote numérique, on ne veut pas flécher je ne sais quoi ou interdire quoi que ce soit. Donc ça, ce sont des promesses. Ok, c'est cool, c'est des jolies promesses. J'ai pas trop de doutes sur le fait que si l'euro numérique sort l'année prochaine, qu'il n'y ait pas cette volonté au départ de vouloir faire ce genre de choses. Mais pourquoi je compare ça avec un collier électronique? Donc un collier qui vous enverrait des petites décharges électriques. Imaginez, voilà, Elodie, je te propose, j'ai une invention, c'est un collier électronique qui va te permettre de payer tout ce que tu veux, mais je vais te demander de le mettre autour du cou, parce que c'est ça, c'est comme ça que je te l'impose en fait. Il faudra que tu le mettes autour du cou, tout comme l'euro numérique, on souhaite nous l'imposer, c'est pas comme si on aura le choix de l'utiliser ou pas. Et je te dis, Elodie, rassure-toi, je n'ai aucune intention de déclencher cette petite décharge électrique. Là, tu vas me dire, comment ça, quelle décharge électrique? Et là, je vais te dire, oui, bah, je peux le faire, mais je te promets que je ne le ferai pas. Moi, je ne le mets pas, ce collier électronique, en fait. Je ne le mets pas, parce que j'ai aucune idée de ce qui va se passer pour toi plus tard. Enfin, c'est pour moi plutôt plus tard. C'est-à-dire, est-ce que je risque d'être menacé par Pierre, par Paul ou par Jacques? Et là, ça, c'est des considérations géopolitiques. C'est-à-dire qu'en temps de paix, ah bah oui, tout est cool et tout va bien. Mais si on rentre en temps de guerre ou pour X raison, on a un besoin d'obliger les gens à faire certaines choses, évidemment que si on leur en donne le pouvoir, s'ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent avec la monnaie, ils le feront, c'est évident. Et donc, je ne veux pas de ce collier électronique, et je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que c'en est un. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est beau à l'échec. De toute façon, sur le fait d'abuser d'un pouvoir dès qu'il est dans les mains de quelqu'un, c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin, en fait, c'est comme si le bouton qui permettait d'appuyer pour avoir du pouvoir a été jeté par la fenêtre. Comme ça, en fait, c'est fini, c'est limité. Mais dans le cas de nos banques centrales ou de nos dirigeants, ils nous ont montré au fil des temps et de l'histoire qu'à chaque fois qu'il y a un pouvoir qui est dans la main de quelqu'un, même si au début il n'en fait rien, à un moment donné il en abuse. Donc, bien sûr. Bien évidemment. C'est quand j'ai fait quelques petites conférences comme ça avec du public, je leur expliquais, j'amenais une imprimante sur la scène et je leur expliquais, imaginez que vous avez une imprimante chez vous qui vous permet d'émettre des billets. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas? Évidemment. N'importe qui va l'utiliser. Si vous sentez que dans votre pays ça commence à grogner, etc., et que vous allez appuyer, quoi, évidemment. Donc, mais au détriment, en fait, au départ, on a l'impression que c'est pour notre bien, entre guillemets. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'ils le font pour notre mal, mais ils le font, sauf qu'en fait, ils finissent par appauvrir petit à petit tout le monde. C'est bien la problématique, quoi. Tout à fait. On a largement dépassé le temps, mais je pense qu'on sera amené à le refaire parce qu'il y a encore plein de questions en fait qui restent en suspens. Mais en tout cas, l'une des dernières en fait que j'aimerais te poser, c'est bien évidemment, tu n'as pas de boule de cristal, mais si tu devais te projeter dans 10 ans, où est-ce que tu verrais les choses avec tout ce qui commence à se dessiner en fait maintenant? On a les stablecoins d'un côté, on a les États-Unis qui ont clairement affiché qu'ils veulent pousser la domination du dollar, mais en même temps, ils commencent à accumuler du Bitcoin. Comment tu vois les choses dans une dizaine d'années? Eh ben, à mon avis, dans 10 ans, l'Europe va se réveiller avec un gros mal de crâne, du coup, parce que les États-Unis auront fait des réserves en Bitcoin. La Chine a des réserves en Bitcoin du fait de toutes les perquisitions qu'ils ont eues. Donc, dans 10 ans, je pense que la France et l'Europe vont se réveiller en ayant peu de réserves. Donc, on va se retrouver encore sous domination. Tout ce qui est stablecoin, peg token, on reviendra dessus peut-être si tu veux refaire une séance.
Mais oui, je pense que ça va fonctionner, c'est-à-dire qu'on le voit bien, comment dire, l'économie, les marchés sont en train de se tokeniser parce que bah, ça coûte beaucoup moins cher, en fait, c'est très très rapide. Donc bah, on y va, en fait, on va sur ces technologies blockchain pour faire ce genre de choses et que les États-Unis ont bien compris qu'il y avait tout intérêt à être présent là-dessus. Ils le sont depuis le début. Les peg tokens dollars sont ultra dominants. Donc, c'est une façon pour eux bah, de maintenir cette hégémonie du dollar. Moi, je voudrais rappeler à tout le monde que tous ceux qui sont dans la cryptosphère, tous ceux qui sont dans cet écosystème, vendent systématiquement leur Bitcoin ou leur autre crypto quand il y a les fameuses phases de hausse en stablecoin, donc en peg token, en dollars. Mais qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils font ça? Ils ont pris des euros, ils les ont convertis dans une crypto et ensuite ils les reconvertissent en dollars. Ils vendent des euros, Ils ni shortent plus. l'euro. Et bien sûr, ils shortent l'euro. Ils shortent l'euro pour du dollar. Et du coup, moi, je n'avais pas de dollars avant que je rentre dans l'écosystème crypto. Maintenant, j'ai des dollars. Certes, des dollars tokenisés, mais j'ai des dollars, ce que je n'avais pas avant. Et j'ai perdu, du coup, mes euros. Donc, oui, on est en train de shorter l'euro et tous les pays du monde sont en train de shorter l'euro quand ils utilisent des stablecoins dollars. Enfin, ils shortent leur monnaie, quoi. C'est ça. Donc, voilà, en tout cas, ça s'annonce passionnant en tout cas. Et puis chaque pays est en train de faire bouger un peu ses pions sur l'échiquier. Et on voit que le sujet de Bitcoin devient géopolitique aussi. Donc, je pense que les prochaines années, on verra quand même des gros mouvements et Bitcoin ne sera pas, on va dire, une relique pour geek que personne ne comprend, mais sera au centre en fait des débats. Je ne pense pas, oui, et d'autant que une des choses qui, à mon avis, est sous-estimée de la part de nos chers gouvernants, euh, c'est que ça n'est pas si simple que ça d'empêcher des gens d'interagir avec des blockchains. Et ça, vous voyez, ça passe pas par les banques, ça passe pas par des entités centralisées, etc. Donc, plus il va y avoir des blockchains avec des tokens qui passent sur ces blockchains et qu'on peut interagir avec elles, mais de manière décentralisée, c'est-à-dire, j'ai juste besoin d'un ordinateur, d'un wallet et d'y aller. Euh, Là, les gouvernements n'ont pas la main là-dessus. Donc, imaginons que là, le gouvernement français décide de dire ah, stop, les stablecoins dollars, c'est fini, il faut que vous passiez sur les stablecoins euros, etc. Wow. Pour obliger les gens à faire ça, bon courage, quoi. Enfin, ça risque d'être compliqué. Et ça, je pense qu'ils le sous-estiment très nettement. Et à mon avis, les Américains l'ont bien compris. Oui, je pense aussi. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel. Je pense que le prochain épisode qu'on fera ensemble sera dédié au stablecoin parce que ça mérite un épisode entier, surtout avec Genius Act qui sera peut-être bientôt voté. Donc, ça vaudra le coup de refaire un deep dive là-dessus. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Elodie.